madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui a pour sommaire la journée de la Fédération internationale de football association sera célébrée par les déroulements des 30 matchs à travers le monde, des compétitions auxquelles prendront part 3 équipes nationales africaines. Le retour à la terre est boosté par chaque exécutif provincial à l'instar de celui du Bandundu où un lot de mobilier a été remis aux responsables des services des infrastructures rurales par le vice-gouverneur. Les enfants de la rue jouissent désormais des faveurs de l'un d'entre eux, devenu une sorte de leur ambassadeur installé à Montréal. La cinéaste Rachel Monza s'est ainsi voulue hier porte-parole de ses anciens compagnons auprès du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Bienvenue à tous. Mois de la femme oblige, la primature a été plantée hier au décor féminin car avant l'ancienne Cheg, actuellement célébrité du 7e art, le Premier ministre s'est d'abord entretenu avec la ministre française déléguée à la francophonie autour du 2e Forum mondial des femmes francophones. On a parlé surtout pour les dire ce qui se passe dans la rue, si on peut essayer de changer le monde. Alors on doit aider les autres gens qui souffrent, qui sont dans la rue. Et je lui ai demandé que si on veut vraiment que des choses puissent changer ici, à la République démocratique du Congo, il faut donner du travail aux gens pour que les gens puissent rester avec leurs enfants. Nous avons échangé sur déjà le succès, puisqu'il faut le dire, le grand succès de la 2e édition du Forum international des femmes, qui est à ce jour le plus grand rassemblement de la société civile. Et j'insiste en langue française, puisque la plupart de ces grands forums se tiennent en anglais. Nous avons abordé aussi les conclusions de ce forum. Il y a un grand volet sur la scolarisation, mais qui dit scolarisation dit aussi économie, dit formation professionnelle et le rôle des jeunes filles et de la femme, aussi bien au Congo, mais aussi en Afrique et dans l'espace francophone. Nous avons échangé aussi sur les entreprises françaises et sur le rapprochement qu'il fallait faire, peut-être avoir un plus grand activisme économique. Quant à la ministre du Genre, Geneviève Inago, si son credo est celui de l'appropriation des résolutions de ces assises en termes de leur application avant d'éviter qu'elles ne restent lettres mortes, un pari à gagner coûte que coûte afin que le message de la femme francophone retentisse davantage lors des prochaines assises universelles. C'est une totale mobilisation des femmes francophones. Un signal fort qui traduit en même temps la volonté et l'intérêt manifeste des femmes à changer la donne pour l'avenir de leurs conditions de vie. Femmes, actrices du développement, un thème qui valait bien son pesant d'or pour ce 2e rendez-vous mondial des femmes francophones qui s'est clôturé ce mardi 4 mars à Kinshasa en présence du président de la Chambre basse du Parlement, Oba Minakou, représentant le chef de l'État, Joseph Kabila. Au nombre des personnalités venues honorer les femmes, la première dame de la République du Congo, Antoinette Sassou, qui a marqué sa solidarité aux femmes francophones. Ce forum était un véritable moment d'échange qui a permis aux femmes francophones de formuler des recommandations susceptibles de garantir leur émulation au sein de la région. Pour ce qui est de la paix, nous recommandons aux États et gouvernements de la francophonie de garantir la participation des femmes dans les processus de médiation, de résolution des conflits et de prendre en considération la dimension du genre dans l'élaboration des futurs textes internationaux. Nous demandons également qu'il y ait une amélioration des conditions de vie des populations par la bonne gouvernance socio-économique, notamment par une répartition équitable des ressources indispensable à la consolidation de la paix. Ce débat devra s'étendre jusqu'au 15e sommet de l'OIF à Dakar, pourvu que les femmes occupent une place de choix dans la prise de décision.
L'accès à l'éducation des jeunes filles reste cependant un réel défi à relever, d'où l'annonce par Yamina Benguigui de la création d'un fonds de la francophonie pour l'éducation de la jeune fille. J'ai insisté pour que la scolarisation des filles jusqu'à 16 ans soit au cœur de nos réflexions. Et il est temps de passer de l'alphabétisation au temps de l'alphabéti-action. Je propose que soit créé au sein de l'espace francophone un fonds de solidarité pour la scolarisation des filles jusqu'à 16 ans, car l'école est l'autorité de proximité qui permet aux femmes de s'émanciper et de s'autonomiser. La République démocratique du Congo, pays hôte, fait sienne toutes ces recommandations à travers un engagement ferme par rapport à leur mise en application. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que la République démocratique du Congo assumera sa part de responsabilité pour passer de la parole à l'acte. C'est pourquoi ces différentes recommandations feront l'objet d'un plan de suivi de la part de notre pays. C'est donc une grande satisfaction que nous pouvons vous affirmer que le deuxième forum a réalisé 3 grands résultats immédiats conformément à ses objectifs initiaux. Le premier, c'est d'avoir mutualisé les expertises et les initiatives susceptibles de promouvoir la prévention sur les violences faites aux femmes, le renforcement du rôle des femmes dans la sphère politique ainsi que sa participation au processus de stabilisation et de reconstruction des pays de l'espace francophone. Une conférence de presse du comité organisateur a clôturé le 2e forum mondial des femmes francophones qui appartient désormais au passé. Les regards sont donc tournés vers la prochaine édition. Une fois la séance levée, des voix des participantes ont été recueillies sur leur entendement du travail abattu dans la capitale de la République démocratique du Congo veut de porter un grand intérêt à l'écoute de la femme francophone. Mais ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est d'abord un honneur pour nous parce que des années qui se succèdent ces derniers temps font de la République démocratique du Congo et de Kinshasa, sa capitale, le cœur des enjeux internationaux. Et aujourd'hui, nous nous occupons de la femme. Nous allons nous préoccuper de réfléchir sur femmes et éducation, femmes et développement, mais femmes et politique. Donc ce sont des problèmes de tous les jours, mais que nous devons renforcer avec échange avec d'autres pays francophones qui sont venus avec nous ici pour essayer de trouver des solutions et résoudre tant soit peu nos problèmes. Au niveau des femmes francophones, au niveau de la francophonie, au niveau de toute cette communauté, que nos recommandations de la RDC, les recommandations spécifiques à la femme et le pouvoir, les recommandations spécifiques à la scolarisation de la jeune fille, les recommandations spécifiques à la participation de la femme à la paix en RDC soit coulée sous forme d'un charte qui sera présenté au chef de l'État lors du prochain sommet. Ça m'a déjà donné des ailes parce que ça a toujours été ma préoccupation que les femmes puissent être vraiment actrices de développement. Parce que je pense que les femmes ont beaucoup d'atouts et beaucoup de capacités et ils peuvent faire beaucoup de choses. Ces recommandations être strictement appliquées. Puisque lorsque les femmes se réunissent comme ça et qu'ils travaillent, nous avons sorti nos recommandations et ces recommandations pourront aider aussi l'autorité pour que nous puissions mettre le pays sur pied. Alors, nous avons voulu que les 30% qu'on est en train d'attribuer aux femmes, que les 30% soient visibles, puisque jusque-là, les 30% de la femme, nous ne voyons pas la visibilité de ces 30%. En bonne mère de famille, Catherine Samba-Panza n'a perdu de vue lors de son passage à Kinshasa le fait que des milliers de ses compatriotes ont traversé le fleuve Ubangui pour la République démocratique du Congo, poussés par des conflits armés qui endeuillent la République centrafricaine. Pour avoir les cœurs nets sur les conditions d'hébergement, Madame le chef de l'État est allée à la Direction générale des migrations, question de s'en rendre compte.
Elle est la 12e chef d'État centrafricaine à découvrir la Direction générale des migrations. Catherine Samba Panza, qui a effectué cette visite de travail à la DGM, souhaite ardemment voir être renforcée la coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, son pays, et surtout dans la gestion de la frontière longue de 1500 km qui sépare les deux pays amis et frères. L'expérience et l'expertise de ce service congolais l'ont beaucoup inspiré, surtout après la visite de ces installations. C'est vrai qu'avec les crises que nous avons, beaucoup de personnel, de forces de défense et de sécurité ont dû s'évaporer dans la nature. Pour ceux qui sont restés, il faut une remise à niveau. Donc il est très important que nous envisagions à nouveau une formation pour renforcer les capacités parce que nous avons vraiment besoin d'avoir des éléments de sécurité et de renseignement performants. Fort du défi sécuritaire dans son pays, la présidente centrafricaine compte encore sur l'appui de la République démocratique du Congo pour y parvenir. D'ailleurs, elle a saisi l'opportunité de cette visite pour remercier cette dernière de son apport en éléments de la police nationale congolaise. Nous allons faire en sorte de ramener la sécurité dans les quartiers où vivent les personnes inquiétées. Et pour cela, nous avons besoin de davantage de troupes et nous remercions la République démocratique du Congo pour l'envoi des troupes, notamment de police, pour nous aider dans la sécurisation. Et de main de ses hôtes, le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej-Mangas-Mons, du directeur général de la DGM François Béa-Kassonga et de son adjoint Jean-Claude Kamtijik, la première femme présidente de l'Afrique centrale a été inondée de présents. Sa reconnaissance, elle a encore exprimé à travers ses mots dans le livre d'or de la DGM. C'est sur note de satisfaction qu'elle s'en est allée. Reparlons de Guissé Matata Pogno à la suite du lancement hier des travaux de réhabilitation de 6 bâtiments qui abriteront différents cabinets ministériels et autres. Vive la révolution de la modernité. Ces derniers, au terme d'un processus de recrutement compétitif et transparent, a retenu le bureau d'études CERTAC et lui a confié la mission de mener, suivant les priorités exprimées par le gouvernement, les études de réhabilitation et de modernisation de 6 bâtiments ci-après. Likasi, Aruemi et Kwango pour le lot 1, Mongala, Kasai et Semois pour le lot 2. Les études menées par les 10 bureaux ont pris en compte non seulement les besoins de réhabilitation des bâtiments, mais également ceux liés à la modernisation des infrastructures connexes aux 10 bâtiments. Après le lancement des appels d'offres, 2 entreprises ont été retenues pour exécuter les travaux. Il s'agit de l'entreprise Sogedier Construction pour le lot 1, comprenant les immeubles d'Ikasi, Aruemi et Kwango, pour un coût total équivalent en francs congolais à 6 908 632 $ américains, toutes taxes comprises. Et l'entreprise EZTC pour le lot 2, comprenant les immeubles Mongala, Kasai et Semois, pour un coût total équivalent en francs congolais à 7 11 714 $ américains, toutes taxes comprises. Et ce, pour une durée totale d'exécution de 11 mois. Il convient de noter qu'en dehors de ces 2 lots, l'immeuble Ubangui, dont les travaux avaient été confiés à la société Entreprise Générale de Construction, et je sais ainsi, bénéficiera des mêmes standards. Quelques minutes plus tard, le chef du gouvernement s'est rendu sur le bâtiment, le chantier du futur siège de l'exécutif accompagné de quelques ministres sur place. Il a suivi les explications fournies par des ingénieurs commis à ces travaux. Cet immeuble est situé aux environs de la place Royale, permettra à tous les ministères de collaborer ensemble et sans éloignement de distance. Un avantage certain en termes de gains et de temps, et plus encore de distance. Une autre bonne nouvelle pour le pays, c'est le Fonds européen pour le développement qui décaissera de 2014 à 2020 620 millions d'euros, soit une augmentation de 20% de la précédente assistance. Une somme bien saluée par le gouvernement de la République démocratique du Congo engagé dans la reconstruction du pays, d'où l'intervention dans différents domaines. Les relations sont au beau fixe entre la RDC et l'Union européenne. À titre d'illustration, le 11e Fonds européen pour le développement pour la période 2014 à 2020, évalué à hauteur de 620 millions d'euros, soit 20% d'augmentation par rapport au 10e FED. Une enveloppe importante qui interviendra dans différents domaines, notamment infrastructure, gouvernance, avec la poursuite des réformes, environnement et la santé.
Ces domaines ont été dévoilés à l'issue d'une conférence de presse conjointe faite ministère des Finances. Il s'agira en substance d'appuyer le secteur de la sécurité, l'armée et la police, où nous faisons des réformes importantes. Il s'agira également de continuer les appuis dans le domaine de la gouvernance politique et économique, ainsi que dans le secteur de la santé et des infrastructures. Ceci montre, si besoin en était, qu'il existe une excellente collaboration, une excellente coopération entre l'Union européenne et la RDC. Pour le bailleur de fonds, la gestion rationnelle des ressources est souhaitée en vue de permettre la croissance économique et création d'emplois. Ce que je souhaite pour la période 2014-2020, avec les autres instruments, travailler plus dans la direction de croissance économique et création d'emplois. Parce que si je regarde les préoccupations majeures pour le ministre et aussi pour nous, c'est les recettes domestiques. Mais les recettes domestiques, on peut augmenter seulement avec les croissances et bien sûr mieux aussi gérer toutes les ressources des pays. Et ça demande beaucoup d'expertise et nous sommes prêts à être engagés pour soutenir le ministre des Finances dans toutes les réformes nécessaires pour augmenter les recettes d'État. Mais comme nous avons déjà travaillé des programmations mises en œuvre pour être plus pertinentes. S'il est vrai que des réfugiés centrafricains ont pris la mesure de l'hospitalité leur offerte pour des raisons humanitaires, il en va différemment avec les Hutu-Rwandais rebelles qui se comportent en territoire conquis dans le Nord Kivu. Face à cette ingratitude, la MONUSCO invite les FDLR à revenir à la raison et déposer les armes au plus vite. Patrick Sialoa pour la correspondance. Ray Torres, dans sa déclaration à la presse à Goma, affirme que d'ici là, les opérations militaires contre les rebelles Hutus rwandais, FDLR, seront lancées sur toute l'étendue du Nord Kivu. Aux gens qui habitent dans des zones où les FDLR sont proches, éloignez-vous d'eux, parce que les FDLR sont maintenant une cible. Ils vont bientôt être la cible de l'attaque des FARDC, des opérations des FARDC soutenues par la MONUSCO. Donc, il devient dangereux. Nous allons tout faire pour que ces opérations ne causent aucun dommage collatéral, mais nous avons besoin de la collaboration, de la coopération, de la sensibilisation des populations civiles. Sachez que les opérations contre les FDLR vont commencer et que la situation va devenir très compliquée pour les gens qui sont dans cette zone-là. Pour le patron de la MONUSCO Nord Kivu, les FDLR, tout comme d'autres groupes armés, dont les Mai Mai Tcheka et autres, sont appelés à se rendre. La MONUSCO continue d'être choquée, horrifiée par ce que font des gens comme Tcheka, par ce que font des gens comme d'autres groupes armés. Ce message est aussi à eux que nous ne pouvons pas tout adresser en même temps, mais qu'ils ne croient pas qu'on les oublie. On fait le suivi de toutes les exactions qu'ils commettent contre des populations civiles innocentes. Vous vous souvenez qu'on a lancé un message tout à fait similaire au M23, qui ne nous a pas cru. On leur a dit « déposez les armes ». On leur a dit « ça ne vaut pas la peine de mourir sur une colline pour une cause qui n'est pas légitime. Rendez-vous, il est encore temps ». En outre, Ray Torres a aussi annoncé à la presse le début des travaux d'asphaltage de certains tronçons routiers à Goma, choisis par la MONUSCO pour le 30 mars prochain, notamment le tronçon routier Rond-Point Rutshuru, aéroport de Goma et tant d'autres. Par ailleurs, le colonel Prosper Bass a déclaré ce matin à Goma que la situation sécuritaire dans la province reste sous contrôle des casques bleus et des FARDC qui ont même récupéré ces derniers jours certaines localités. Les FARDC, soutenus par la force de la MONUSCO, poursuivent leurs opérations contre les rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques, ADF. À ce jour, ces opérations progressent normalement et ont permis la conquête par les troupes gouvernementales appuyées par la MONUSCO des localités de Nadui et Makayobwa, ainsi que du pont Sémili. Dans le cadre du soutien aux troupes congolaises engagées dans l'opération Sukola, 2 hélicoptères d'attaque de la force de la MONUSCO ont engagé les positions des éléments de l'ADF à Sahasitasa, situé au nord-est de Mbao, conformément à notre mandat de neutralisation des groupes armés et des règles d'engagement. Les rebelles de l'ADF ont lancé une attaque contre la position de l'armée gouvernementale à Nadui, située à 60 km au nord-est de Beni, au cours de laquelle 17 rebelles ont été tués et 15 armes de type AK-47 récupérées. Le même jour, aux environs de 18h40, 2 obus de mortier de 60 mm tirés sur la ville de Beni à partir de la région des Eucalyptus, située sur la colline de Marépé,
sont tombés derrière l'hôtel béni et blessé 3 membres d'une même famille, dont une mère et son enfant. Le 3 mars, 2 individus non identifiés à bord d'une motocyclette ont lancé une grenade sur un véhicule du bataillon népalais de la force de la MONUSCO en patrouille sur l'axe Mavivi-Béni-Centre, faisant 5 blessés parmi les casques bleus, dont 2 dans un état grave. Ils ont immédiatement été évacués vers des structures hospitalières. Ce langage martial ne trouve pas d'écho au Kasaï occidental où l'heure est plutôt au soutien à l'exploitation minière grâce à un véhicule 4x4 mis à la disposition de la province par la Banque mondiale. Alex Kandemou Pompa, gouverneur de la province, souligne la nécessité d'en faire bon usage. La division provinciale des mines du Kasaï occidental dotée des moyens de locomotion. Il s'agit d'une pick-up de marque Mazda qui a été remise au cours d'une brève cérémonie au bâtiment administratif de Kananga. Le gouverneur des provinces qui procède à la remise de ces dons du gouvernement central de la République démocratique du Congo à travers le projet d'appui au secteur des mines financé par la Banque mondiale, précise qu'un autre véhicule sera aussi remis au service des mines œuvrant à Chikapa, deuxième ville du Kasaï occidental. Alex Kandemou Pompa recommande un usage rationnel aux bénéficiaires. Le responsable de cette division, André Jonas Bamoué, indique que cet engin permettra à son service de disponibiliser les statistiques minières de la province. J'ai remercié la Banque mondiale d'avoir appuyé le gouvernement provincial du Kasaï occidental avec 2 véhicules, ce n'est pas le seul. Il y en a encore un pour la division provinciale de Chikapa. Donc nous disons merci à notre partenaire, la Banque mondiale, d'être un bon utilisateur de ce véhicule et de dire à tout son personnel, celui qui a une course de service l'utilise en bon père de famille. Il ne faudrait pas que dès demain il y ait des accidents, il y a des déclassements. Qu'on l'utilise correctement. Je vais lui remettre la clé, c'est son véhicule. Même détermination d'aller de l'avant dans le Bandundu voisin par l'entremise de la dotation des services des infrastructures des mobiliers en vue de le rendre plus compétitif dans la relance, notamment de l'agriculture. C'est devant le bureau de l'inspection provinciale du développement rural et Alexis qui est la vice-gouverneur de Bandundu a procédé à la remise officielle des lots importants des mobiliers des bureaux dans le projet d'appui au développement des infrastructures rurales, pas dire en sigle, aux divisions provinciales de l'agriculture, pêche et élevage, du développement rural, des affaires sociales, de l'environnement, conservation de la nature, tourisme ainsi que du genre, famille et de l'enfant. Ces projets du gouvernement de la RDC appuyés par la Banque africaine de développement visent l'augmentation de la production agricole et l'amélioration du niveau de vie de la population à travers la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles et la construction des infrastructures de commercialisation dans des zones de production. Dans son discours, le chef d'antenne du parti Bandundu, ingénieur Lambert Diango, a indiqué que la remise de ces matériels s'inscrit dans le cadre de l'appui institutionnel et du renforcement des capacités des services concernés en vue d'accompagner le projet dans sa mise en œuvre, tout en exhortant les bénéficiaires d'en faire bon usage. De son côté, le vice-gouverneur qui s'est déclaré satisfait de ces gestes n'a cessé aussi d'inviter tout au long de son mot les bénéficiaires à une utilisation rationnelle durable. Regagnons la capitale suivra des efforts que déploie la Société nationale d'électricité en vue de sa transformation en société apte à fournir suffisamment de l'électricité aux consommateurs. Dans cette perspective, un contrat de performance a été signé hier entre la direction générale et les différentes fonctions homogènes de la société afin de permettre à ces sociétés de parvenir à la réalisation des projets à l'horizon 2016. C'est un pas de géant qui vient de poser le conseil d'administration de la Société nationale d'électricité dans sa politique de redressement. Cette cérémonie de signature des contrats de performance avec les différents chefs d'entité entre dans le cadre de la deuxième phase du contrat de 3 ans conclu entre l'État congolais et la Société nationale d'électricité. La cérémonie de séjour est organisée non seulement pour rappeler aux entités leurs mandats et obligations, mais aussi pour les inciter à ne pas baisser les bras. Il y a donc nécessité de retenir que depuis le 27 février 2014, SNEL vient d'entamer sa deuxième phase du contrat, laquelle reste très déterminante pour permettre à la société d'atteindre ses objectifs de moyen et long terme. Cela constitue pour chacun d'entre nous une interpellation
profonde. Pour lier l'acte à la parole, le comité de gestion a réalisé 33 engagements sur 63 signés dans ces contrats. Les contrats de performance comportent 84 engagements, dont 9 conjoints, 12 de l'État et 63 de SNEL. Quant à SNEL, il a déjà réalisé totalement 33 engagements, 19 sont en cours de réalisation et 11 n'ont pas encore connu un début de réalisation. En somme, il a mis en exécution 52 engagements sur 63. Chacun des chefs des départements présents a apposé sa signature sur les 10 documents, gage de leur détermination à accompagner le comité de gestion pour accomplir ses objectifs, entre autres, promouvoir l'efficacité énergétique. Le contrat de performance, mon mandat, c'est la recherche des fonds, des ressources financières pour que l'entreprise puisse remplir son objet social. C'est ce que je mettrai tout en œuvre pour bien gérer les ressources financières qui sont générées par l'activité de l'entreprise. Chaque année, il y a un budget qui est voté. Pour que ce budget soit réalisé, il faut des ressources financières. Donc c'est ça le travail qu'on doit abattre. Le Kinshasa est en croissance géographique et démographique. Il y a une forte demande d'électricité. Nous sommes passés de 600 MW à plus ou moins 1000 MW de demande aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater qu'au début de cette année, nous avons commencé à installer de nouvelles cabines. C'est un des objectifs vraiment principaux qu'on nous a assignés. En plus du fait que nous devons améliorer la qualité des services. Ce plan d'action d'entreprise État congolais Société nationale d'électricité a été élaboré pour la période 2012-2016. Sport, comme je l'ai dit à l'ouverture de cette édition du journal, la journée d'aujourd'hui est dédiée à la FIFA et au programme 30 matchs sur plusieurs terrains à travers le monde. Les Africains seront aussi de la partie. La Côte d'Ivoire affronte la Belgique, le Nigeria joue contre le Mexique et l'Afrique du Sud se mesurera au Brésil. À titre de rappel, Bafana avait battu les Espagnols lors de la précédente journée FIFA. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, excellente suite de programme sur nos antennes. N'oubliez pas de nous retrouver sur www.bone-tv.com.